Bismillah. Pete avait les jambes lourdes et la bouche sèche. La poussière, cette maudite poussière rouge, s'infiltrait partout, jusque sous sa chemise. Le poids du matériel de camping commençait à peser douloureusement sur ses épaules. Mais par fierté, il s'efforçait de n'en rien laisser paraître. Ses deux compagnons étaient tout aussi mal en point. Lester avait enlevé ses lunettes. Il avait l'air drôle ainsi et n'avait plus rien du premier de la classe qu'il s'efforçait d'être en toutes circonstances. Quant au gros Hank, il était devenu aussi rouge qu'un piment mexicain sous son chapeau de boy scout. Il trébuchait sans arrêt et ce qui devait arriver arriva. Il s'étala de tout son long. Pousse, s'écria-t-il, j'en peux plus. J'ai des beignets à la place des pieds. Allons bon, soupira Pete, avec agacement. À ce train-là, on n'arrivera jamais. Mais on marche depuis des heures, se plaignit Lester. On aurait dû écouter le shérif, passer la nuit à Saint Isabelle et ne repartir qu'à l'aube. Pete prit cette réflexion pour un crime de lèse-majesté. D'accord, d'accord, vous seriez bien mieux chez papa-maman à regarder la télé, c'est sûr. Tu avais dit qu'on trouverait de l'eau. Le plan indique une rivière. Si le plan l'indique, la rivière existe, non? On la trouvera, on montera le camp, et demain matin, Inch'Allah, vous verrez le soleil se lever sur les mésas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pete, on cherche cette rivière depuis un bon moment. Le plan est faux, voilà tout, et nos gourdes seront bientôt vides. Sur ces paroles définitives, Lester essuya à nouveau ses lunettes avec un grand mouchoir à fleurs. Hank enfonça le clou. Rien que de la caillasse partout, c'en fut trop pour Pete. Vous n'êtes qu'une bande de tâches, explosa-t-il. J'ai eu tort de vous emmener tout seul, j'y serais déjà. Pete était le fort en thème et l'athlète de la classe. Au collège, personne n'osait lui résister. Il avait pris la tête des opérations depuis leur descente du car. Il grimpa sur un talus et mit sa main en visière. À perte de vue, s'étendait une rocaille brunâtre. Sous le feu du couchant, elle ressemblait à ces braises qui tapissent les fours à pizza. Quelques broussailles filaces ponctuaient ce morne tableau. La perspective de dormir sur ce terrain dur et nu, parmi les scorpions et les serpents à sonnettes, n'enthousiasmait pas le jeune homme. Il commençait à détester cet endroit, oubliant que l'idée de cette randonnée était la sienne. Au début de l'après-midi, les collines avaient paru si proches aux hardis marcheurs qu'il s'était figuré pouvoir les atteindre en un rien de temps. Ils ignoraient bien sûr à quel point les distances pouvaient être trompeuses dans le désert. À présent, le crépuscule tombait. Il fallait bien l'admettre. Ils étaient loin du but, et la rivière n'existait pas. Pete remarqua soudain que des ombres en forme de croix tournaient autour de lui. Taches légères, volatiles, qui se décalquaient sur les rochers alentour. D'abord il sourit, puis comme il levait les yeux, sa gorge se dessécha d'un coup. Le ciel s'était rempli de grands vautours lourds et silencieux. Il retourna près de ses copains en battant des bras. Eh les gars, faut décoller, et vite. Il n'eut pas besoin d'insister. Ses deux compagnons avaient eux aussi aperçu les oiseaux. Ils étaient déjà sur leurs pieds, animés d'une vigueur nouvelle. Pete leur passa devant. Ils trottinèrent aussi vite que leurs pieds gonflés le permettaient. Mais les longues ombres se déplaçaient au même rythme. Je peux plus, je peux plus, je peux plus, brailla Lester. Continue, l'encouragea Pete. Pas le moment de flancher. La piste s'inclina sous leurs pieds sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà. Ils entrèrent dans l'ombre des collines, entre les griffes de roches brûlantes, les hautes murailles avaient comme surgi de terre. Un souffle chaud balaya soudain les environs. Soulevant la poussière, les trois jeunes gens s'immobilisèrent instantanément. Un grondement sourd ébranlait le sol. Quelque chose était en train de se produire. On dirait des chevaux. Halta Pete. Des chevaux. Je ne vois rien. De tonnerre, dit plutôt. Faut se planquer, les gars. Faut. Soudain, elle se dressa devant eux comme émergeant de terre, une monstrueuse colonne de poussière ondulante, aspirant tout sur son passage. Les garçons se sentirent glacés jusqu'aux os. Abandonnant leur équipement, ils firent demi-tour, courant les bras en avant et perdus. Maman, hurla Lester. Ce furent ces derniers mots que le serpent de sable emporta. Esteban rêvait. Il marchait sur une mer de sel et l'orage le talonnait. Par moments, il se retournait et lançait. Que veux-tu, orage? Es-tu mon guide? Mais l'orage ne daignait pas répondre.
Esteban n'avait pas peur. Son cœur pouvait parler pour lui. À quelque distance, les étranges lumières qui l'avaient conduit jusqu'ici s'évanouirent. Il se trouva au bord d'une rivière asséchée, plantée d'ajoncs. Seule une mare brillait en son milieu. S'agenouillant, il en approcha son visage. Cherchant son reflet, celui-ci lui apparut, mais exsangue, déformé. Parmi les herbes tristes, des voix murmurèrent. Il entendit prononcer des noms qu'il ne connaissait pas. Soudain, une grande ombre le recouvrit, et il sentit son être tout entier se glacer. Il cria, et le cri l'éveilla. Le jeune Hopi clignait des yeux, hébété. Il était toujours étendu à plat ventre sur la saillie rocheuse, et son corps, cuivré, se confondait avec le pré rouge. C'était un garçon frêle et souple. Il aurait pu passer pour un petit Mexicain, si ses cheveux d'un noir luisant, épars sur ses épaules, ses yeux en amande, son allure fière, n'avaient dit des origines plus anciennes. Esteban ne s'était assoupi qu'un instant. Depuis quelque temps, cela lui arrivait sans prévenir, même au milieu de la journée. Il abaissa son regard vers la vallée. Les trois fourmis, c'était bien cela, les trois fourmis blanches, qu'étaient-elles devenues? Il les retrouva sans peine, malgré la distance, tant ses yeux étaient accoutumés à la lumière et aux ombres du désert. Il les aperçut tout là-bas, qui couraient en se dandinant, et cela le fit rire. Les distractions étaient si rares, comme rares étaient ceux qui osaient s'aventurer dans les collines rouges. Elle n'avait pas bonne réputation. Les Blancs juraient qu'elle n'abritait que quelques coyotes et des serpents, et dans leur esprit, nul doute que les Indiens appartenaient à l'une ou l'autre de ces espèces. Mais les Blancs ne savaient rien de la vie souterraine et subtile de ce pays, ou rien de ce qui se passait d'important ne pouvait être perçu par l'œil profane. Esteban avisa soudain le balai des grands autour, et son rire s'éteignit. Il connaissait cette bande. Elle vivait dans l'ancienne cité, au sommet de la plus haute maison. Plus d'une fois, le jeune garçon avait dû leur disputer la dépouille d'un renard ou d'un lapin. Mais jamais encore il ne s'était attaqué à l'homme. Là-bas, les randonneurs ne fermaient que 3 points minuscules. Ils avaient peur, Esteban sentit cette peur, le vent la lui portait, d'un bond, il fut sur ses pieds, il était un coureur infatigable, il savait pouvoir rejoindre bien vite ses imprudents. Mais quelque chose d'autre bougea. Il sentit le souffle des collines se lever. Il vit le tourbillon descendre du flanc de l'ancienne forteresse, envelopper les trois infortunés garçons. Le jeune Hopi s'immobilisa, tétanisé, il n'avait jamais rien vu de pareil. C'était comme une avalanche de poussière ocre qui avait fondu d'un coup sur la vieille piste. À l'endroit où s'étaient tenus les randonneurs, il n'y avait plus personne. Et tout là-haut, dans le ciel assombri, les vautours resserrèrent leurs rondes de mort. Le soleil avait complètement disparu derrière les collines, et San Isabelle retombait progressivement dans sa torpeur habituelle. Les maisons basses semblaient s'enfuir dans le sable pour la nuit. Les cars de touristes avaient déserté la place. Un vent moite glanait les papiers gras, les boîtes vides, au loin retentit l'appel d'un coyote solitaire. 4 siècles plus tôt, des missionnaires espagnols escortés par un régiment étaient venus ici dans l'intention de convertir les tribus Hopi, alors retranchées au sommet des Mesas. Hopi signifiait pacifique. Comme tel, les Indiens avaient accueilli avec curiosité ces nouveaux venus et accepté qu'ils construisent une mission, puis une ville. Mais très vite, devant les exigences toujours plus grandes des prêtres et l'arrogance des soldats, la situation était devenue intolérable. Hopi signifiait pacifique et ne signifiait pas lâche. En un clin d'œil, les arcs et les lances s'étaient substitués aux bêches et aux sarcloirs. Les envahisseurs avaient été massacrés, leur sang avait irrigué les champs de maïs. Le shérif Elsdon sursauta. Il venait d'entendre le bruit d'un moteur. Il se dressa à demi, mais la vieille guimbarde passa devant la maison sans s'arrêter. Après le dîner, il s'était installé sur la véranda et guettait l'extrémité de la grande rue. À mesure que l'obscurité s'installait, une sourde inquiétude le gagnait. Son épouse lui portait un café et s'efforça de le rassurer. Que veux-tu qu'il leur soit arrivé? Ces jeunes gens semblaient savoir ce qu'ils faisaient. Jed Elsdon secoua la tête. Je n'en suis pas du tout convaincu. Je m'en veux de les avoir laissés partir. Je ne voudrais pas qu'on les retrouve comme le vieux Hank le mois dernier. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons.
Le vieux Hank buvait comme un trou. Il se sera endormi à même le sol. Et tout le monde sait que les collines rouges sont dangereuses. Les Indiens eux-mêmes évitent de s'y rendre. Ces garçons t'ont promis de ne pas s'y aventurer, n'est-ce pas? À ce moment précis, deux Indiens se firent expulser de la cantina sous les colibés. Ils étaient manifestement saouls et s'éloignèrent bras dessous en chantant à tue-tête. C'était un incident banal, à peine si le shérif tourna la tête. La nuit était tiède, avec un peu de chance, ce temps lourd amènerait la pluie tant désirée. Cela faisait des semaines qu'il n'était pas tombé sur une goutte. Le sol était si dur qu'on ne pouvait y enfoncer un piquet. Quelque part, le tonnerre se fit entendre. Elsdan poussa un soupir et essuya la sueur qui coulait de son front. Seigneur, quel canicule! Jamais vu ça. Je vais faire une ronde. Maintenant, n'est-ce pas le tour de Clay ce soir? Sans répondre, il saisit sa torche et tournant le dos à la cantina, remonta la grande rue, les façades mal crépies donnaient la nausée. Elsdan en avait assez du désert, assez des Indiens, assez de tout. Il avait fait une demande de mutation, mais il semblait qu'elle se fût perdue dans les méandres de l'administration. Il passa sans s'arrêter devant l'hôtel qui arrondissait discrètement ses fins de mois en abritant des mojados, des immigrés venus clandestinement du Mexique. De pauvres diables, empochés pour quelques dollars par des exploiteurs des villes. Ce soir, il n'avait pas envie de faire une descente. Il avait d'autres soucis en tête. Il marcha jusqu'au bout de la rue, un peu penché en avant, une main plaquée sur son Stetson pour éviter que le vent ne l'emporte. Là, il braqua sa torche devant lui comme s'il espérait qu'elle éclaire jusqu'à la frontière. Vu du sommet des collines, il n'était qu'une luciole anxieuse, égarée dans la nuit. Le jour se levait à peine quand Esteban se glissa hors du lit. Prenant bien soin de ne pas éveiller sa jeune sœur Tina, il enfila son jean et laissa sa chemise ouverte sur son torse. Sur l'étagère, il prit le panier en tige de sumac. À l'intérieur, il avait déjà déposé un peu de farine sacrée, des fruits et la poupée de son esprit protecteur, Chiocalaco, le géant. Il préférait ce Kachina à tous les autres à cause de son allure terrible, de sa parure rouge en demi-lune, mais aussi de son mélange de bonté et de force. Ainsi nanti, il traversa la maison sans bruit. Long Pedro, son père, dormait avachi sur la table, le front reposant sur ses bras repliés. Il ne s'était pas couché. Il était rentré tard, comme à son habitude, après la partie de billard qu'il s'accordait à la cantina chaque soir, en compagnie de quelques autres hopices. Ivre, sans doute, Esteban resta là un instant à l'observer. Depuis la mort de Ramona, son épouse, il était comme frappé d'infirmité. Le monde lui échappait. Il ne voyait ni n'entendait plus rien. Le jeune garçon avait de la peine pour lui, plus que pour lui-même. Il avait assez connu sa mère pour savoir combien son rire, son chant, le froissement de sa robe emplissaient délicieusement le silence de ce taudis. Heureusement, l'oncle Pedro avait du travail. Le mardi, il déchargeait les marchandises pour M. Jones, l'épicier. Parfois, il était embauché comme manœuvre sur les routes. Il restait quelques jours au loin, mais cela leur assurait à tous une existence décente. L'oncle Pedro avait tant abandonné la coopérative et le commerce des poupées Kachina. Il ne croyait plus au devenir de la tribu. À cause de cela, sans doute, il était bien vu des Blancs. Le conseil municipal le consultait même pour tout ce qui touchait aux affaires indiennes. Il était considéré comme une sorte de délégué. Esteban se faufila au dehors. Il longea l'enclos, puis descendit jusqu'au rocher gris qui marquait l'entrée du pueblo. Là, dans un creux, il déposa son panier d'offrandes et resta un long moment à prier. Ce serait bientôt la grande fête du Niman Kachina, dédiée aux esprits qui quittaient le corps des hommes pour s'en retourner dans les mondes souterrains. C'était une date importante pour la tribu. Pourtant, cette année, les adultes semblaient peu s'en soucier. Les difficultés de la vie avaient distrait les esprits. Esteban grimpa sur le rocher et regarda en direction du désert. Aussi loin que remontait la mémoire humaine, les siens habitaient les collines rouges. Ce territoire, il l'avait disputé au désert, en Navajos et aux cruels Apaches. Jadis, il s'entendait à perte de vue. Aujourd'hui, il était réduit à quelques hectares symboliques de rocailles ingrates. Même ce peu, il fallait encore le préserver de la convoitise des Blancs.
Des actes en bonne et due forme avaient pourtant été signés. Mais pour l'administration, les mots, même écrits, pouvaient changer de signification. Dernièrement encore, n'avait-il pas fallu empêcher que la station-service s'agrandît en empiétant sur la réserve? La bataille juridique avait provisoirement tourné à l'avantage des Indiens. Pour autant, la guerre n'était pas gagnée. Déjà, le propriétaire songeait à un autre stratagème pour arriver à ses fins. Aux temps anciens, la tribu avait compté un grand nombre de clans. Seule une cinquantaine de membres subsistaient. S'efforçant de vivre comme par le passé, en cultivant le maïs et la courge, ils avaient fondé une coopérative et vendaient récoltes et produits d'artisanat. Le tourisme était devenu leur principale ressource. De tout temps, les Hopis avaient été industrieux et habiles au commerce. Ils construisaient déjà des villes en dur quand leurs voisins Apaches ne savaient vivre que de pillage. Ils traçaient des rues, dessinaient des places, quand les Cheyennes suivaient aveuglément l'exode des bisons qui les conduirait à leur perte. Leur origine se perdait dans la nuit des temps. Certains disaient qu'ils avaient été les premiers de tous les Indiens. Et c'était sans doute vrai. Mais à présent, ils avaient dû s'adapter aux mœurs des Blancs. Certains avaient quitté la réserve, tenté de trouver du travail à la ville, tandis qu'ils contemplaient le lever du soleil. Esteban s'interrogeait. Qu'en serait-il demain? Quel sort serait réservé aux derniers survivants de sa race? Peu à peu, le pueblo disparaissait sous les sables. Un jour viendrait, sans doute, où le mot même de réserve n'aurait aucun sens. L'avenir s'annonçait sombre et Esteban sentait l'amertume creuser son cœur. Qu'en serait-il des voix du passé si nul n'en retrouvait le sens, si nul n'en retrouverait le chant? Souvent, Esteban s'ouvrait à son père de ses préoccupations. Celui-ci faisait la sourde oreille, lui répondant qu'il était bien jeune pour se soucier de telles choses. Seul son grand-père, John Sun Nakai, que tous appelaient Vieux Caillou par dérision, l'écoutait et il hochait la tête. Il était le seul à l'appeler par son nom indien, son nom oublié. Esteban eut malheur. La pluie ne viendrait pas encore aujourd'hui. Les ombres se retiraient du désert. Il était temps de se mettre en route. Toute la nuit, le jeune Hopi s'était interrogé sur le sort des trois randonneurs. La veille, l'obscurité était arrivée trop tôt pour qu'ils puissent se mettre à leur recherche. Il entendait bien retrouver leurs traces ce matin. Il suivit donc l'ancienne piste, espérant de tout cœur qu'ils avaient pu faire demi-tour. Le désert n'était immobile que pour ceux qui ne savaient pas voir. Une bande de lapins décampa à travers les broussailles. Un pécari, blotti à l'ombre d'un sangaro, le regarda passer de loin avec inquiétude. Esteban mima le geste de l'archer. Même à cette distance, il aurait pu l'abattre d'une seule flèche. Si seulement il avait possédé un arc, il excellait à cet art. Son grand-père le lui avait enseigné parmi bien d'autres choses. Les autres enfants de son âge se moquaient de son goût pour la chasse. Eux n'avaient que faire d'arcs et de flèches. Ils soupiraient plutôt après les jeux électroniques que M. Jones disposait dans le fond de son magasin. Esteban arriva à l'endroit où il avait aperçu les adolescents pour la dernière fois. Leur matériel de camping était toujours là. Abandonné, recouvert de sable, le jeune Hopi examina le terrain à la recherche du moindre indice. Mais le vent avait, comme par malice, effacé toutes les empreintes à l'aide de son couteau. Esteban fouissa le sol. Il ne tarda pas à sentir un objet contre la lame, qu'il retira avec précaution. Une paire de lunettes cassées, il sentit son cœur se serrer. Son regard erra aux alentours. Tout paraissait vide, silencieux. Esteban glissa sa trouvaille dans sa poche et se mit en devoir d'explorer la colline. Il visita en vain tous les repères connus. Les trois garçons s'étaient volatilisés. Esteban s'enfonça entre les rochers, grimpant toujours plus haut. Sans s'en rendre compte, il suivait le chemin oublié, dont même les aînés parlaient encore en murmurant. Le chemin qui conduisait à Mawabi. Accrochés à flanc de parois comme un nid d'aigle, les ruines de l'ancienne cité blanchissaient sous le soleil comme de vieux ossements. Personne ne venait plus ici. Les busards y avaient établi leur nid, mais comme eux, les légendes du passé y planaient encore. Qui sait, poussés par la tornade, les randonneurs avaient pu y trouver refuge. Esteban suivit l'étroite lèvre de pierre qui longeait l'abîme. Deux adultes n'auraient pu s'y tenir côte à côte. Agile, l'enfant franchit la passe étroite, surmontée d'une arche de pierre sculptée par le vent. Quelque part, un crottal fit entendre son menaçant bruit de crécelle. Esteban
l'ignoraille s'enfonçant dans les rues solitaires, ensevelies sous la poussière rouge et fine. Autrefois, Mawabi grouillait de vie. Les odeurs de cuisine se répandaient dans les airs, et le bruissement des métiers à tisser se mêlait au rire des enfants. Esteban n'avait pas connu ce temps, mais Vieux Caillou le lui avait maintes fois décrit. D'ici, les Hopis avaient régné sur le désert. À présent, la forteresse n'était que décombres. Le vent des hauteurs avait érodé les maisons, défiguré les terrasses. Il régnait une puanteur suffocante. Esteban traversait ce cimetière le cœur serré. Comme il arrivait sur l'ancienne place, la colère l'envahit. Interdisant l'accès à la kiva, la salle souterraine sacrée, une horde de charognards avait tenu domicile. Leur chef, un grand vautour chauve, avait dressé là un nid d'ossements et de broussailles en forme de trône. Sous cette dalle souillée se prononçaient jadis les chants sacrés. Là s'ouvrait le Sipapou, le puits ouvert sur le monde souterrain des Cachinas. Ce n'était plus qu'un gigantesque charnier encombré de carcasses rongées et d'excréments. Par quelle aberration les maîtres de la forteresse avaient-ils accepté de descendre dans la vallée? N'était-ce pas ici qu'ils avaient repoussé l'assaut des Apaches et bravé les éléments? N'était-ce pas ici qu'ils avaient jeté les bases d'une civilisation unique quand l'homme blanc courait encore dans la nuit vêtu de peau de bête? Comment avait-il pu céder la place à ces charognards? N'écoutant que sa révolte, Esteban s'approcha plus qu'il n'aurait dû. Les busards du mi-assoupi sentirent sa présence. Aussitôt, le vautour chauve se jucha sur son trône de toute sa hauteur et battit bruyamment des ailes. Il n'en fallut pas davantage pour donner l'alarme. La colline tout entière s'emplit de longs cris. Les autres volatiles se dressèrent, convergeant ailes déployées vers l'intrus, cherchant à le piquer du bec. Esteban ne parvint à s'extraire du cercle menaçant qu'en traçant de grands cercles avec son couteau. Sous le nombre, il battit en retraite, la rage au cœur, et ne fut laissé tranquille qu'après avoir repassé le portique de pierre. Du moins, les randonneurs n'avaient pas trouvé asile ici. Quand Esteban redescendit des collines rouges, le soleil de midi écrasait le désert. Il décida de se rendre au Rio pour se rafraîchir. Il arriva près du mince filet d'eau qui se nouait entre les rocailles. S'il ne pleuvait pas rapidement, la source serait bientôt tarie. Déjà, l'irrigation des cultures avait été interrompue. Le maïs dépérissait, pire encore. Des citernes venues de la grande ville avaient été dépêchées pour subvenir simplement aux besoins humains. À peine si le jeune garçon put mouiller son visage, il s'interrompit soudain, il sentit une présence dans son dos. Il se tourna lentement. Un cheval pie venait de faire son apparition entre les rochers. Il frappa le sol dur de ses sabots, et ce fut comme si le désert tout entier résonnait sous des coups terribles. Interloqué, Esteban se redressa. Il n'en fallut pas davantage pour que l'animal, secouant sa crinière, s'éloignât aussitôt. Piqué au jeu, Esteban le suivit. Il se macula le visage de boue ainsi que le faisaient ses ancêtres et tenta de le rattraper, comme s'il n'attendait que cela. L'animal hennit et détala. Esteban ne s'alarma pas de le voir prendre une si grande avance. Il continua de trottiner derrière lui en petite foulée souple, évitant de jeter le feu dans sa poitrine. Le cheval s'arrêta de nouveau, observant les efforts de son poursuivant. Puis il repartit, toujours plus vite, toujours plus loin. Esteban resta dans son sillage, conservant une foulée régulière. Il était endurant et possédait la science du désert. L'animal commença à obliquer sur la gauche, signe que la fatigue ou la distraction commençait à le gagner. Sans le quitter des yeux, le hopi coupait et recoupait sa trajectoire. Comme la corde de l'arc rejoint inexorablement la tige prisonnière, il finit par barrer la route au pur sang. À peine si celui-ci renacla lorsque le garçon passa une main apaisante sur son museau brûlant, une puissante émotion traversa Esteban. Mais elle fut de courte durée. Quelque chose effraya la bête. Elle se cabra soudain et disparut derrière les rochers comme une vision de fumée. Cette fois, Esteban ne chercha pas à la rejoindre. Lui aussi avait senti le danger. N'écoutant que son instinct, il bondit parmi les éboulis et se hâta de trouver refuge dans une anfractuosité. En même instant, une épaisse colonne de poussière déboula dans le canyon. Parmi le crissement du sable, le hurlement du vent, Esteban crut entendre des voix l'appeler par son nom. La peur le fit se tapir au fond de son refuge. La tornade passa tout près.
Elle chercha à insinuer ses doigts de poussière à l'intérieur de la faille, mais ne put saisir sa proie. Esteban put sentir son haleine brûlante. Il protégea sa figure derrière son bras. Puis tout cessa d'un coup. Le jeune Indien se glissa prudemment au dehors. Le ciel était à nouveau clair, mais tout là-haut, le seigneur des vautours tournoyait en poussant des cris aigus. Bismillah. À son retour, Esteban trouva son père fumant tranquillement la pipe sur le pas de la porte. Tina s'affairait à l'intérieur, secouant les nattes, surveillant le dîner. Malgré ses 12 ans, elle était devenue la femme de la maison. Main sur les hanches, elle tensa vertement son frère. Te voilà enfin. Où étais-tu passé? C'est facile pour toi d'aller te promener et de me laisser tout faire. Esteban ne répondit rien. Elle haussa les épaules et s'en retourna à la cuisine. L'oncle Pedro eut un petit rire. Le chef a parlé. D'ici peu, elle ramènera un garçon, tu peux en être sûr. Il laissa s'écouler un silence, puis Esteban, que trouves-tu tellement attirant à errer dans le désert? Le désert appartient au désert. L'oncle Pedro tura sur sa pipe. Voilà que ce gamin parlait comme son grand-père, avec la même prédilection pour les sentences énigmatiques. Décidément, il avait de plus en plus de mal à le comprendre. Tu as de la boue sur la figure, observa-t-il. J'ai poursuivi un cheval sauvage. L'oncle Pedro parut interloqué. Il n'y a plus de cheval sauvage ici depuis bien longtemps. Sans doute une bête qui se sera échappée d'un corral. Non, je suis sûr que non. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas, Esteban? Depuis quelque temps, tu ne joues plus avec les autres enfants. Tu es toujours à l'écart. Tu ne vas jamais en ville. Je n'aime pas te savoir seul dans les collines. Tu le sais, c'est un endroit dangereux. Intéresse-toi à quelque chose, je ne sais pas moi, mais ne va pas du côté de Mawabi. Une lumière s'alluma dans le regard d'Esteban. Tu crois que les mauvais esprits y habitent? Toi aussi. Je ne crois plus à ces fadaises depuis belle lurette, mais tout n'y est plus que ruine. Un rocher peut s'ébrouler. Il se passe des choses étranges là-bas. Vraiment, qu'as-tu vu de particulier? Je n'en sais rien, mais ce n'est plus comme avant. Les vautours sont de plus en plus nombreux. Ils ont un chef. Il a construit son nid juste au-dessus de l'ancienne Kiva. L'oncle Pedro leva les yeux au ciel. Tu vois des symboles partout. Ne peux-tu admettre que les choses sont parfois le fruit du hasard? Depuis toujours, les vautours vivent dans le désert. Je suppose qu'ils se sentent à l'abri dans l'ancienne forteresse. Ils peuvent voir au loin, comme nous le faisions jadis, n'est-ce pas? Par respect envers son père, Esteban acquiesça, mais il savait avoir raison. Je suis prêt à parier que c'est toi qui as porté un panier sacré au rocher gris, le taquina l'oncle Pedro, en vue du Niman, Kachina. Je me trompe? Esteban le regarda droit dans les yeux. À quoi serviront les danses si le rituel n'est pas respecté? À quoi servira-t-il de boire et se saouler si les Kachinas ne peuvent s'en retourner dans le royaume souterrain? 6 mois de l'année, ils vivent en nous. Les 6 autres mois, ils doivent vivre dans leur monde. Là, ils plaident notre cause auprès des éléments. N'est-ce pas là notre croyance? Tu as raison, mais il ne pleuvra pas aussi longtemps que nous n'aurons pas accompli le rituel. Le père s'efforça de sourire. La véhémence de son fils le mettait mal à l'aise. Voyons, Esteban, la fête des Cachinas n'est plus qu'un prétexte à ressortir nos vieilles frusques et nos bracelets. On chante, on danse, et c'est l'occasion de boire jusqu'à l'aube sans subir de reproches. Il me semble que tu n'as jamais été le dernier à t'y amuser. Te rappelles-tu ton initiation? Tu n'avais que 9 ans, mais rien ne semblait t'effrayer, comme ta mère était fière de toi. Les Cachinas ne doivent pas nous abandonner, dit Esteban d'une voix sourde, ou la terre mourra et nous mourrons. C'est ton grand-père qui te bourre le crâne avec ses vieilles histoires. Je lui en toucherai un mot. Tommy a écrit. Veux-tu lire sa lettre? Je n'ai pas le temps maintenant. Tommy était l'aîné de la famille. Il avait quitté San Isabel bien des années plus tôt. Tommy ne s'appelait pas Tommy. Il avait pris un nom américain et il avait épousé une blanche. Tout le monde au pueblo l'appelait ainsi. Pourtant, il vivait à Los Angeles. Désormais, il travaillait dans un garage comme vendeur de voitures. Il avait réussi pour Esteban. Il n'était plus qu'un lointain cousin, qui parfois venait leur rendre visite, les bras chargés de cadeaux, leur parlait de la grande ville et s'en retournait. Tommy était pareil à l'été. On le voyait arriver avec plaisir, on le voyait repartir avec soulagement. Je descends aider grand-père, annonça Esteban.
La terre est tellement sèche autour des maïs qu'il faut la briser avec la pioche. La pluie tarde. Son père soupira, mais n'opposa rien. Qu'aurait-il pu dire? Les cours au collège étaient terminés. Esteban entra enfiler une chemise de travail. Quand il ressortit, Tina le tira par la manche. Tâche de rapporter une courge ou deux. Il s'éloigna sur le chemin. Un camion le dépassa dans un nuage de poussière. Chargé d'Indiens agglutinés à ses flancs, tous transportaient des sacs de breloques, des poupées Kachina qu'il espérait vendre aux touristes fraîchement débarqués. Esteban répondit vaguement au bonjour. En contrebas, un car débarquait son contingent de visiteurs aux t-shirts voyants et aux appareils photo en bandoulière. Déjà les jeunes les prenaient d'assaut. C'était à qui ferait son numéro pour vendre son stock de bibelots. Le guide était gros et joufflu, il venait souvent et poussait ses protégés à beaucoup acheter, moyennant une commission. Tout le monde y trouvait son compte. Bonjour, grand-père. Mauvais jour, répondit Vieux Caillou. Comme à son habitude, le vieillard était assis sur le seuil de sa caravane, sans roue, son chapeau rond enfoncé jusqu'aux sourcils, sa note grise lavée sur son épaule droite. Son visage était tanné comme un parchemin, sa bouche tombante. Il avait le regard fixé sur la route. Sur ses genoux était posé un paquet oblong enveloppé d'une couverture. Esteban ne se formalisa pas. Il avait l'habitude des comportements étranges de son grand-père. Parfois, il restait des journées sans rien dire, assis là, ou sans prévenir, il partait dans le désert, appuyé sur un bâton. À son retour, il ne disait à personne ce qu'il y avait fait. Mais si quelqu'un de la tribu tombait malade, il sortait aussitôt ses bourses médecine et partait le guérir. On le laissait faire, mais en prenant bien soin de suivre le traitement antibiotique prescrit par le docteur Zanala, qui venait à son insu. Certains estimaient que le soleil avait fini par lui déranger la cervelle. Le jeune garçon s'assit à ses côtés. Pas de travail aujourd'hui. Derrière la maison s'étendit un petit champ de courges en piteux état. Non, terre trop dure. J'attends la pluie. La pluie, s'étonna Esteban, en scrutant le ciel désespérément bleu. Je prie chaque jour pour cela. Les Kachinas ne peuvent me décevoir, mais le chemin qui les ramène sous terre devient chaque année plus difficile, plus tortueux. Tu vas pas bien, figure d'argile. Son grand-père était le seul à l'appeler par son nom indien. Quelque part, Esteban en éprouvait une certaine fierté. Je ne sais pas, Raconte-moi. Esteban raconta l'épisode du vent de sable, la disparition des randonneurs et la présence de cheval solitaires aux abords du rio. Vieux Caillou écouta, secoua la tête, mais ne put pas mot. Il reprit sa pose précédente, les yeux toujours fixés sur la route. Toi aussi tu crois que j'ai rêvé? Qui peut savoir ce qui est rêve et ce qui ne l'est pas? Te souviens-tu pourquoi ta mère t'a donné ce nom de figure d'argile? Esteban fit non de la tête, mais il avait entendu cette histoire des centaines de fois. Elle était très belle et aussi très habile de ses mains. Elle savait vanner et cuire la poterie comme personne. Un jour qu'elle t'avait laissé seul quelques instants, tu ne devais pas avoir 5 ans, tu as trouvé le moyen de t'enduire la figure avec l'argile, et tout content, tu es allé la trouver en lui montrant ce magnifique masque de fête. Elle a tant ri que son nom t'est resté. Il en vaut un autre. Il faut garder son nom indien toute sa vie. Il est à jamais gravé dans notre cœur, même si nous l'oublions. Crois-tu que Tommy l'est encore? Bien sûr, mais il a changé son nom, fit observer Esteban. Et tu lui en veux toujours d'être parti. Esteban haussa les épaules. C'est de l'histoire ancienne. J'ai déposé un panier sacré au rocher gris, éluda-t-il. Je sais, et tu as bien fait. À propos, j'ai un cadeau pour toi. Je voulais te le donner le soir de la fête, mais il se peut. Enfin, tiens, prends-le maintenant. Il lui tendit le paquet qu'il gardait sur ses genoux. Le cœur battant, Esteban défit les sangles de cuir et ne put retenir une exclamation. Il tenait l'arc sacré entre ses mains, avec son carquois et ses flèches. Il poussa une exclamation de surprise. Grand-père, il est tellement beau. Pourquoi un tel présent maintenant? Je suis encore bien jeune. Non, non. Tu es presque un homme à présent. Avec lui, tu as appris à chasser. Je souhaitais qu'il te revienne. Et maintenant, je crois le moment venu. Soudain, un véhicule apparut au bout de la route. Grossissant dans un nuage de poussière, les yeux du vieux Hopi s'étrécirent. Ennui laissa-t-il tomber. Il rentra dans la caravane. Ignorant les regards méfiants, le shérif Elsdon descendit tranquillement de la jeep et vint serrer la main de Long Pedro. Salut grand chef, sacrée chaleur, hein? Jamais on n'a vu que ça.
Si vous comptez un faiseur de pluie parmi vous, il sera le bienvenu. On va devoir encore demander des citernes. L'Indien sourit poliment, attendant la suite. Le policier n'avait pas l'habitude de faire des visites de courtoisie. On est sans nouvelles de trois gosses qui faisaient une randonnée dans le coin. Ils venaient de Phoenix. L'autocar les a déposés en ville vers midi hier. Depuis, aucun signe de vie. Probable qu'ils campent quelque part dans les collines. J'ai bien peur que non. On a retrouvé leur équipement sur l'ancienne piste. J'ai déjà inspecté tous les coins possibles depuis ce matin. Néant. Les hommes désœuvrés s'étaient rapprochés et formaient cercle autour d'eux. Lang Pedro réfléchit un instant. Attendez un peu. Mon fils est toujours à rôder dans le désert. Il sait que peut-être quelque chose. Esteban. Esteban arrivait justement. Il avait entendu les derniers mots de la conversation. J'ai aperçu trois jeunes blancs hier, peu avant le coucher du soleil. Vraiment, s'enquit Elsdan, soupçonneux. Ils se dirigeaient vers les collines. Un vent de sable s'est levé et ils ont disparu. Le shérif haussa le sourcil. Comment ça disparu? Pardon. Disparu, répéta Esteban. Son instinct lui soufflait de ne rien dire de plus à l'homme-plan. Il sentait son hostilité, le regard froid derrière les lunettes de soleil. Ce sont les mauvais esprits qui les ont emportés, tonna une voix. Ils ne se contentent plus de hanter les grottes. Ils vont dans le désert à présent. Égard aux imprudents. Appuyé sur son bâton, vieux Caillou fixait la pointe de ses sandales. Son regard semblait perdu dans son monde inférieur. Comme souvent. Faites bien attention, vieux fou, menaça le policier. Ce n'est pas le moment de raconter n'importe quoi. Cette histoire a eu lieu sur votre territoire. Je vous conseille de coopérer ou cela ira très mal. Je vous le dis. Les parents des gamins vont arriver. Mieux vaut qu'on les retrouve avant. Qui est le fou? Qui est le sage? Répondit l'Indien. Sur ces paroles, il s'éloigna de son pas mal assuré. Donc Pedro préféra détourner l'attention du shérif. Laissez tomber. Il a l'esprit dérangé, vous le savez bien. Venez boire un café. Ma fille vient d'en faire. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Vous savez que nous avons toujours aidé la police. Ils entrèrent dans la maison. Esteban en profita pour s'éclipser. Il rattrapa son grand-père au bas de la pente. Attends, que veux-tu? Lança le vieux sans ralentir son pas. Tu ne parlais pas sérieusement. L'Indien agita sa canne avec mauvaise humeur. Qui peut le dire? Il se passe d'étranges choses dans le désert. Quand j'étais enfant, je me souviens, nous vivions là-haut, sur les maisons. En tendant la main, nous pouvions caresser la lune et cueillir des étoiles comme on cueille des baies. Nous vivions sur les rochers et nous étions rochers. Nous chevauchions le vent et nous étions le vent. Quand venait le moment, nous descendions dans la kiva pour parler aux esprits. Et du fond du puits, les esprits nous répondaient. Ils venaient à nous comme les chevaux viennent manger dans la main de l'homme. Alors tout nous paraissait simple et naturel. Cela n'est plus. Les mauvais esprits rôdent dans le désert. Le grand vautour chauve a établi son nid au-dessus du puits. Comment le sais-tu? Demanda Esteban. Es-tu retourné à Mawabi? Je ne l'ai jamais quitté, répondit vieux Caillou. Et tout en marmonnant, il s'éloigna sur le chemin. Bismillah. Esteban ne pouvait pas dormir. Sitôt qu'il fermait les yeux, il revoyait les vautours se battre sur un monceau de charogne et emplir de leurs cris le silence des maisons. Il crut d'abord que le grattement répété contre le mur n'était qu'un effet du vent. Puis à cela s'ajoutèrent des piétinements tout autour de la maison, comme si une ronde s'était organisée. Puis il y eut des rires étouffés. Alors Esteban bondit sur ses pieds, la gorge sèche, l'oreille aux aguets. Il s'approcha de la fenêtre pour tenter de distinguer quelque chose. Il faisait nuit noire. Une main froide glissa sur son épaule. Il sursauta. Ce n'était que Tina que le vacarme avait fini par réveiller elle aussi. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle d'une voix blanche. Esteban secoua la tête. Aucune explication ne lui venait à l'esprit. Quelqu'un nous fait peut-être une farce. On devrait réveiller papa. Ne sois pas idiote, laisse-le dormir. Le père avait le sommeil lourd. Un coup de feu ne l'aurait pas réveillé. Prenant son courage à deux mains, Esteban vérifiait le fonctionnement de la puissante torche électrique qu'il gardait près de son lit et se dirigea vers la porte. Tu n'es pas fou de sortir à cette heure? Je vais jeter un coup d'œil. Oh non, s'écria Tina. Non, n'y va pas, c'est peut-être dangereux. À présent, il leur semblait que des plaintes s'élevaient dans la rue. La peur s'empara d'Esteban. Pourtant, une force supérieure le poussa vers l'avant. Il avait éprouvé la même chose dans ses rêves. Tina le retint par le bras. Tu crois que ce sont eux? Qui donc?
Les mauvais esprits, ceux dont a parlé grand-père ce matin. Laisse-moi, je ne serai pas lent. Il la repoussa fermement et se glissa au dehors. Aussitôt le bruit cessa. La rue était déserte, la nuit fraîche, paisible. Il n'y avait pas un souffle de vent. Le jeune Hopi balayait les environs avec sa torche. C'était à croire qu'il avait rêvé. Esteban. Il se retourna. Sa sœur l'observait par l'entrebâillement de la porte. Effrayée. Rentre, je reviens tout de suite. Elle obéit à contre-cœur. Esteban respira un bon coup et descendit la rue. Il lui sembla que son nom était prononcé, là-bas dans l'obscurité. Ou n'était-ce encore qu'une illusion? Il grelotta. Il faisait si froid, soudain. Il crut distinguer des formes qui ondoyaient près du rocher gris. Il fut tenté de les appeler, les nommer. Il eut souvenir des paroles sacrées que son grand-père autrefois lui avait enseignées, et aussi de la façon dont il soufflait la fumée de sa pipe sur les bâtons de prière. Il pensait l'avoir oublié. Pourquoi cela lui revenait-il donc à présent? Devenait-il fou? Comme il atteignait le rocher gris, un rayon de lune jeta soudain une clarté laiteuse. Et là, il les vit tous trois, assis côte à côte, livides et desséchés, comme d'anciennes momies. Leurs visages rongés par le sable étaient tournés vers le ciel et leurs yeux immenses fixaient la nuit. Esteban dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. C'étaient eux, les trois randonneurs blancs. Il trouva le courage de s'approcher. Ses doigts tremblants effleurèrent leurs joues, dont la peau s'effrita comme du vieux parchemin. Aucun doute, nul ne pouvait plus rien pour eux. Un vent brusque souleva un nuage de poussière. Des rires lointains emplirent le silence. Esteban se sentit glacé jusqu'aux os. Il eut la présence d'esprit de s'emparer du panier d'offrandes qu'il y avait déposé tantôt. Il prit de la farine sacrée et en répandit plusieurs poignées autour de lui. Puis, saisissant l'effigie de Chiucalao, il la brandit à bout de bras et prononça une vieille incantation. Aussitôt, les ombres se dissipèrent, les voix se turent. Les fantômes de sable refluèrent en grand désordre en direction du désert, en direction des collines rouges de Mawabi l'ancienne. Esteban parla. Les hommes parmi les plus importants de la tribu étaient assis à même le sol autour de lui. Il écoutait avec attention. L'oncle Pedro était parmi eux, et à côté de lui, Ernie Peacock, aussi nommé Oiseau Maigre, réputé pour ses jugements clairvoyants. Quand le jeune garçon évoqua les circonstances étranges qui l'avaient conduit à découvrir les trois cadavres, un murmure s'éleva et tous échangèrent des regards où la crainte se mêlait au doute. On ne peut croire une chose pareille, dirent-ils en chœur. Ces bruits, ces voix, tu les auras rêvés. Esteban les fixa droit dans les yeux, refusant de répondre. Ernie leva la main. Nous avons demandé à cet enfant de raconter les choses telles qu'elles s'étaient passées. Nous lui avons demandé ce qu'il avait vu. Il a répondu avec honnêteté. Pourquoi douterions-nous de ses paroles? Ces corps, témoigna une vieille femme à côté de lui, les corps étaient terribles à voir. J'étais là quand ils ont été transportés dans le fourgon de la marque. Ils étaient plus secs que des bâtons de prière. Comme le vieux Hank, lui aussi, on l'a retrouvé près du rio, sec comme une tige de sumac. Cette réflexion provoqua un silence de mort. Mais ceux qui ne voulaient rien entendre persistèrent. C'est cette maudite chaleur. Il ne pleut plus. La rivière elle-même sera bientôt à sec. Les jeunes blancs ont dû marcher des heures durant sous le soleil. Et puis... Non, non, protesta la femme. Non, cela n'a pu se passer ainsi. C'est comme si une main les avait placés là, au pied du rocher gris, là où il y avait le panier d'offrandes. Soit, soit. Quel est ton avis, l'oncle Pedro? Le père d'Esteban tirait lentement sur sa pipe. Jusqu'ici, il n'avait pas dit grand-chose. Il ne savait trop que penser de tout cela. Mon fils dit avoir entendu des voix au dehors, qu'elles l'ont attiré, et je le crois. Moi, je dormais, mais j'ai le sommeil lourd. Peu importe dans le fond, car cela ne change rien à l'affaire. Cela fait trop de morts en peu de temps sur la réserve. Les vieilles haines vont ressurgir. Ce remarque fut l'unanimité. Oui, nous avions fini par nous faire oublier, enchaîna Ernie. Les Blancs nous considéraient comme faisant partie du décor. Et puis ils avaient déplacé les Navajos. Jusqu'à maintenant, nous étions plus respectables à leurs yeux. Mais cela risque de changer. Et effrayer les touristes peut-être, murmura quelqu'un. Pas bon pour les affaires. Une voix tonna soudain. Voilà donc ce que vous êtes devenus, des commères piailleux.
et braillant, s'inquiétant de leur petit commerce, Vieux Caillou se tenait sur le seuil de la porte, enveloppé dans une couverture. Il semblait plus maigre et voûté qu'à l'ordinaire, et son visage grave était d'une blancheur de cire. Mais son regard semblait brûler de fièvre, tandis qu'il dévisageait chacun des hommes présents. Il était d'usage dans le temps d'inviter les anciens à de telles réunions, car ils avaient la sagesse et le savoir caché. Leurs avis étaient écoutés, mais vous autres, vous avez perdu toute convenance. Sans attendre qu'on l'y convie, le vieillard s'assit au bout de la table. Des enfants innocents sont morts, et vous ne pensez comment qu'à gagner. Autrefois, l'homme des collines rouges vénérait les choses qui l'entouraient. Tant que ce fut le cas, jamais il ne fut vaincu. Mais quand il accepta d'abandonner la ville de ses ancêtres, la forteresse d'où il dominait le désert, il se rabaissa au rang des coyotes et des lézards. Pouvions-nous faire autrement? Objecta Oiseau Maigre. Nous devions obéir aux autorités. D'ailleurs, les maisons n'étaient plus habitables. Et vous l'avez cru. Vous avez cru le blanc sincère et soucieux de votre sécurité quand il prétendait cela. Mais peu importe. N'y a-t-il plus une goutte de sang indien dans vos veines? Qu'est devenu le cœur de l'homme rouge qui n'entend plus le vent murmurer? Qu'est devenu le cœur de l'homme rouge qui a oublié le chant du faiseur de pluie? Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. Mon temps s'achève. Mais pour ceux qui arrivent, vos fils, vos filles, tout cela est bel et bien. Mais quelle est ton opinion sur la mort de ces trois gamins? Demanda l'oncle Pedro. Qu'a-t-il pu leur arriver? Sais-tu quelque chose que nous ignorions? Une moue tordit les lèvres de Vieux Caillou. Toi-même, qu'en sais-tu? Toi qui fus le mari de ma fille. Je me souviens du temps où tu partais seul à travers les collines. Tu refuses de voir en lui ce que tu as été jadis. Tu as perdu le rêve. Et vous autres qui faites les importants aujourd'hui, que j'ai connus quand votre mère vous portait sur son dos, je vous entends encore grogner comme des pourceaux. Avez-vous donc tout oublié de ce que vous étiez? Ne sentez-vous plus les mauvais esprits rôdent dans le désert? Les vautours hantent le ciel. Il ne leur suffit plus de profaner notre ancienne cité, notre Kiva. Ils s'attaquent à l'homme, et vous restez là à jacasser comme des pies. Il désigna Esteban. Ce garçon aperçut des signes, mais aucun de vous ne l'a écouté. Le désert lui parle, et il rêve. Les hommes s'écrièrent. Veux-tu nous faire croire que ce sont les mauvais esprits qui sont responsables de la mort de ces gamins? Renard argenté, est-ce que tu ne rêvais pas, toi aussi, autrefois? Et vous autres, n'entendiez-vous pas cette voix qui vous parlait au cœur des ténèbres, lorsque vous étiez seuls? Le rêve n'est pas rêve, il est une autre vie, au-delà du monde. Mais tout ce qui faisait de vous des enfants de la terre rouge, vous l'avez laissé là-haut, sur les mésas. Votre cœur est comme les ruines qui lentement pourrissent et retournent en rocher. Vous ne méritez plus le nom de Hopi. Faites ce que vous voudrez. Dans 2 jours, vous pourrez danser et vous saouler. Mais n'attendez pas que les Kachinas parlent pour vous, ni que la pluie vienne. Sur ces mots, Vieux Caillou se leva et appuyé sur son bâton, sortit dans la nuit finissante. Bismillah. Esteban rêvait de nouveau. Il pataugeait dans un marais à sec. Les agents, immobiles, se penchaient sur lui. Un vent glacé gerçait sa peau. La nuit était pâle, la lune brillait. D'étranges vapeurs flottaient tout autour de lui. Il entendit soudain chantonner entre les autres herbes. Qui est là? Demanda-t-il. Et toi-même, que viens-tu faire ici? Répondirent les chanteurs invisibles. Je cherche la vérité. La vérité? Quel prétentieux! Crois-tu que nous la garderions ici? Qui t'a permis de venir jusqu'à nous? J'ai entendu chanter. Suis venu, j'ai pensé que vous pourriez me dire. Va-t'en d'ici, ou nous te garderons. Ne sais-tu pas qui nous sommes? Nous sommes les esprits chagrins. Nous sommes les tourmenteurs. Nous sommes les défunts qui errent sous les eaux et par la terre. Nous sifflons dans le vent. Nous gémissons dans les cascades. Et à l'occasion, nous mangeons des enfants. Vous ne me faites pas peur. Tu as bien tort. La cruauté est notre plaisir. Quelque chose remua parmi les roseaux. Une grande ombre s'étendit. Esteban recula d'un pas. Sa main chercha l'arc sacré. Par Chiocalaco, mon esprit protecteur, je... Là, là, calme-toi. Le jeune garçon clignait des yeux. Il mit plusieurs secondes à réaliser que son père était penché au-dessus de lui et qu'il ne rêvait plus. Là, mon petit, répéta l'oncle Pedro. Il a de la fièvre, dit Tina. Il est malade. Esteban la dévisagea. Il ne comprenait pas.
Il serrait l'arc contre lui. J'ai froid. Oui, c'est le choc. Tu t'es évanoui. Bois un peu de cette tisane. Docile, Esteban s'exécuta. Évanoui, le soleil filtrait par la fenêtre. Son père et sa sœur se dévisagèrent avec inquiétude. Tu ne te rappelles pas? Grand-père, grand-père nous a quittés. Grand-père. Brusquement, ses souvenirs lui revinrent. L'aube était à peine levée que cette femme avait fait irruption chez eux, annonçant la triste nouvelle. Vieux Caillou avait été retrouvé mort dans son champ de courge. Esteban se sentit exténué, comme s'il avait traversé le désert sous le soleil de midi. Je rêvais, il me semblait. Il faut que tu restes tranquille. Sa sœur lui remonta la couverture jusqu'au menton. Ses pensées se brouillèrent. Il sombra à nouveau dans une profonde torpeur. Johnson Nakai, dit vieux Caillou, fut enterré dans un coin du cimetière indien, à l'ombre des arbres. Il le fut selon l'ancien rite, ainsi qu'il en avait émis le souhait. Son corps fut enveloppé d'un drap en guise de peau de cerf, et son visage fut recouvert d'un coton humide, symbolisant un nuage chargé de pluie. Il fut inhumé, assis dans le plus grand silence, et un bol de nourriture fut déposé tout près de là. Esteban ne pleura pas, mais son cœur était lourd comme une pierre. À peine s'il a pensé que son grand-père vivait désormais dans les limbes paisibles, parmi les Kachinas, lui apportait quelque consolation. La tribu était réunie au grand complet. Aucun blanc n'était venu, pas même ceux qui avaient l'habitude de saluer le vénérable ancien. En ville, des rumeurs avaient commencé à circuler. L'enquête avait établi une cause accidentelle à la mort des 3 jeunes randonneurs. Mais cela n'empêchait pas les langues de se délier. On reparlait de la mort étrange du vieux Hank, de l'affaire de la station-service. Ceux qui avaient toujours détesté les hopis avaient beau jeu de les montrer du doigt. Des fusils avaient refait leur apparition. Le shérif Elsdon avait dû afficher des avis enjoignant la population en calme. Mais désormais, les visages se fermaient et le regard se détournait lorsqu'un Indien traversait la rue. Et les parents des 3 malheureux randonneurs s'en étaient retournés maudissant le désert. À l'issue de la cérémonie, Esteban se retira à l'écart. Son père le suivit des yeux. Il se tourna vers Ernie. Je m'inquiète pour lui, et je ne sais comment lui venir en aide. Je me sens puissant. Crois-tu à ce que disait Vieux Caillou? Penses-tu réellement qu'il perçoit des choses? Son ami hocha la tête. Je songe souvent à la nuit de son initiation. Je portais le costume d'Angu Shayai, la mère fouettarde. Tu te souviens? Je m'appliquais à remplir mon rôle. Tu peux me croire. J'agitais ma badine en menaçant, j'étais terrifiant. Les autres gamins détalaient à mon approche ou se réfugiaient dans les jupes de leur mère. Esteban, lui, ne bougeait pas. Quand je suis venu vers lui, que je lui ai donné les 4 coups, il n'a pas bronché. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai eu beau crier et grimacer, rien n'y faisait. J'ai fini par lui demander: Et alors, tu n'as pas peur des mauvais esprits? Et lui de répondre avec aplomb: Qu'aurais-je à en craindre? Chiaokalako, l'esprit géant, est mon protecteur. Il n'avait que 8 ans, et il fut le seul à voir le soleil se lever ce matin-là. Les autres dormaient depuis longtemps à point fermé, et n'ont pas vu les adultes ôter leurs masques. Et tandis que je racontais les anciennes légendes, seul il m'écoutait. Dans le temps, sans doute, aurait-on vu là le signe d'un futur grand homme. L'oncle Pedro secoua la tête. Vieux Caillou le pensait aussi. Nous nous sommes souvent disputés à cause de ça. Depuis la mort de Ramona, peut-être ai-je perdu de vue certaines choses étranges. L'autre soir, quand Vieux Caillou est venu nous haranguer, je me demande si c'est lui que nous avons vu ou son fantôme. Il me manquera. Quoi qu'il en soit, la fête des Kachina sera bien triste ce soir. As-tu préparé ton costume? Je n'ai pas le cœur à danser ni à m'amuser. Ernie hocha la tête. Il le faudra pourtant. C'est vrai, nous avons perdu le sens des anciennes voix. Depuis quand quelqu'un a-t-il composé un nouveau chant pour cette occasion? Pourtant, j'ai le sentiment que nous commettrions une faute grave si nous n'honorions pas nos Kachina. La fête doit avoir lieu. Nous n'avons ni fumé ni cherché des branches de sapin. Peu importe. Si nous dansons et si nous prions, cela suffira. Il désigna la crête des Mesas, irisée par le dernier flamboiement du jour. En définitive, pourquoi avons-nous quitté Mawabi? Tu peux me le dire? L'oncle Pedro hocha la tête. Où nous la demandé? Nous l'avons fait. Ils remontèrent vers le pueblo, au sommet du chemin. L'oncle Pedro regarda de nouveau en direction d'Esteban. Il eut l'impression qu'il n'était pas seul, qu'une silhouette voûtée se tenait penchée au-dessus de lui, appuyée sur un bâton. Cela nous dira
qu'un battement de cils et il poursuivit sa route. La fête battait son plein lorsqu'Esteban rompit le cercle des danseurs. Déguisé en Kachina, selon la coutume, il avait choisi comme modèle Chiao Calaco, l'esprit géant. Il avait peint les marques rituelles sur son corps. Le masque de bois peint de couleurs vives, orné de plumes, dissimulait son visage à l'exception des yeux. Il portait l'arc sacré, grelots et tambours de cérémonie redoublèrent de vigueur. Le brasier alimenté de bois mort s'éleva haut dans le ciel noir. Le chant joyeux des femmes et des anciens s'accordait au mouvement des hommes, dont la plupart étaient déjà ivres. Le pueblo était tout entier rassemblé pour l'occasion. Depuis le matin, on avait tracé les allées avec de la farine de maïs sacré. On avait abattu quelques moutons faméliques et ouvert quelques tonneaux de mauvaise bière réservés pour l'occasion. Les réjouissances dureraient jusqu'à l'aube. Selon l'usage, les hommes se retireraient bientôt en petits groupes pour se réunir à l'écart et boire tout leur saoul. Les plus jeunes iraient terminer la soirée en ville, jouer au flipper ou au billard. Quant aux anciens, ils se rassembleraient autour du feu et évoqueraient les récits glorieux du passé. Pour l'heure, ils soufflaient la fumée des pipes sur les bâtons de prière plantés en enfilade, légèrement en retrait. L'oncle Pedro et ses amis déguisés eux aussi accompagnaient leur chant, mais le cœur n'y était pas. Leur regard s'égarait souvent en direction du désert avec une certaine appréhension. Comme de coutume, Ernie avait endossé son costume de mère fouettarde et s'amusait à effrayer les enfants. Esteban entonna le chant qu'il avait spécialement composé pour l'occasion et il se mit à danser. C'était une chose devenue rare, et aussitôt les autres firent silence et l'observèrent. Le jeune Indien contait l'histoire des choses avant la naissance du monde. Il contait les esprits et les éléments, leurs querelles, leurs amours. Il rythmait ses paroles en martelant le sol de ses talons, tournant parfois sur lui-même, dans la lueur des flammes. Sa peau cuivrée brillait de façon surnaturelle. Soudain, les torches vacillèrent, et un éclair mauve déchira la nuit. Un grondement sourd se fit entendre dans le lointain. Tout le monde tourna la tête, sauf Esteban. Les femmes ramenèrent les petits sous leurs jupes. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Le sable virevolta soudain avec une violence inouïe. Tout le monde s'éparpilla pour se mettre à l'abri. En un clin d'œil, la place fut déserte, à l'exception d'Esteban, qui seul chantait et dansait, indifférent à ce qui se passait. Il calquait à présent sa mélopée sur le grondement de l'orage. Esteban, viens, appela son père. Ne reste pas là. Le jeune Ampi n'écoutait pas. L'oncle Pedro allait s'élancer vers lui quand Ernie le retint par le bras. Non, laisse-le, ne vois-tu pas? Il est déjà ailleurs. Quelque chose est en train de se passer. Que la danse rituelle s'accomplisse. À présent, des tourbillons enveloppaient le danseur, et celui-ci ignorait la morsure de la poussière. Le sol se mit à trembler. La nuit s'emplit d'effrayantes rumeurs. Une puanteur abominable se répandit. Le feu se recroquevilla. Alors Esteban s'interrompit enfin. Il se tourna vers le désert et très droit affronta la tourmente. Surgissant de la nuit, la tornade se dressa soudain, balayant tout sur son passage. Elle ondulait, menaçante et terrible, prête à s'abattre sur le jeune Hopi. Mais celui-ci ramassa les bâtons de prière, abandonnés et encore fumants, et les brandit en prononçant des paroles sacrées. Le tourbillon cessa d'avancer, comme hésitant. À cet instant, une forme tachetée déboula au grand galop et stoppa à côté d'Esteban. Le pur sang se cabra, comme s'il l'invitait à monter en groupe. Le jeune Hopi bondit sur son dos. Puis prenant son élan, il se lança droit devant lui, accroché de toutes ses forces à la crinière. Il transperça le gigantesque crottal de sable comme une lance. Au plus fort de la tourmente, Esteban entendit des rires terrifiants. Il eut l'impression que 1000 lanières lacéraient ses côtes. Sa monture avait peine à lutter elle aussi. Esteban invoqua Chio Calaco et les puissances protectrices. Il invoqua les nuages et l'esprit de vieux cailloux. Et les nuées se dissipèrent soudain, et le désert s'ouvrit devant lui. Il talonna le cheval pie, le tonnerre grondait au-dessus des maisons. Que veux-tu, orage? Lança Esteban. Es-tu mon guide? Les sommets s'ourlaient de sinistres lueurs rouges. Devant Mawabi, Esteban mit pied à terre et caressa le museau de sa monture. Va-t'en, ami. Retourne vers qui t'a envoyé et remercie-le pour moi. Ici, nous devons nous séparer. Je dois libérer la porte du royaume souterrain. Le cheval piaffa, et secouant son encolure, s'éloigna dans la nuit. Esteban ôta son masque, ses vêtements d'apparat, et ne conservant que l'arc et le carquois, s'enfonça à travers les rochers. Au-dessus de lui,
Les flancs de l'ancienne cité, embrasés par les éclairs, se découpaient avec une netteté effrayante. Comme ils franchissaient les portes de pierre, un cri strident s'éleva parmi les ruines. D'un peu partout, des charognards prirent leur envol dans la plus grande confusion. Profitant de l'effet de surprise, Esteban s'élança à travers les anciennes rues. Écartant du pied les nids nauséabonds, il déboula sur la place. Là, les busards s'étaient regroupés. Ils lui faisaient face. Esteban banda son arc. La flèche empennée de noir fendit l'air avec un sifflement implacable. Fauché en plein vol, un rapace s'abattit lourdement. Immédiatement, Esteban en ajusta un autre, avec la même diabolique précision. Il lui transperça le cœur. Il vida ainsi son carquois à mesure qu'il approchait de la kiva. La moisson s'alourdissait et la panique gagnait le reste de la bande. À présent, un nuage de volatiles terrifiés fouillait l'ancienne cité, se perdant vers le sud. Le vautour chauve se dressa soudain sur son gigantesque charnier, tendant vers l'assaillant son affreuse tête déplumée, le bec ouvert, l'œil terrible. Il déploya ses immenses ailes. Esteban encocha sa dernière flèche. Elle traversa l'espace avec un sifflement meurtrier, mais sans atteindre sa cible. Aussitôt, Esteban jeta l'arc et bondit sur son nerf. Il se rua sur le charognard, son couteau à la main. Celui-ci tenta de le renverser avec ses ailes, mais le jeune garçon le saisit par le cou d'une main, de l'autre il lui planta sa lame en plein cœur. Touché à mort, le maître des busards vacilla et s'abattit avec une plainte rauque. La cité redevint brusquement silencieuse. Repoussant du pied le cadavre, Esteban dégagea l'ouverture de la kiva des ossements qui l'encombraient. Avec de la broussaille et un morceau de bois, il confectionna une torche. L'échelle était toujours en place. Il descendit, il trouva la salle souterraine vide et froide. Sur les murs d'aube, les peintures sacrées étaient intactes. Nul n'avait dû pénétrer ici depuis des décennies. Pourtant, il n'y avait nulle souillure, nulle poussière, comme si hier encore s'y était tenue une cérémonie. Au centre s'ouvrait le sipaoupou, le puits sacré, obturé par quelques planches mal jointes. Avec la pointe de son couteau, Esteban eut tôt fait de les déceler. Il resta longtemps là, accroupi au-dessus du trou, à répéter de vieux chants qu'il ignorait avoir un jour appris. Puis il enfonça les bâtons de prière dans le sol meuble, allumant la pipe de son grand-père, souffla dessus la fumée des esprits. Vaincu par la fatigue, il sombra dans une somnolence sans rêve. Il en fut tiré à l'aube par un martèlement sourd. Obsédant, il s'ébroua. C'était comme le son d'un tambour lointain, régulier, auquel maintenant répondaient d'autres tambours plus rapprochés. Esteban remonta à la surface de la terre, et le spectacle qu'il y découvrit inonda son cœur d'une joie immense. Il faisait sombre, les nuages avaient masqué le soleil, la pluie tombait, une pluie grise et lourde, quelques grosses gouttes éparses, tout d'abord, puis des milliers de cratères se formèrent à la surface de la terre rouge. En un clin d'œil, le ciel se déchira et un véritable déluge s'abattit. Une odeur âcre brûlante monta jusqu'aux narines du jeune Indien. Ainsi, tout recommence, murmura l'ombre voûtée, appuyé sur un bâton qui se tenait tout près de lui. Esteban ne l'entendit pas. Les bras levés, il exposait son visage rieur aux dents des Kachinas.